bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous allons poursuivre avec notre table ronde qui porte donc sur le sujet de notre journée, les promesses de la démocratie intercommunale. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour de table de présentation. Donc on vous a mis à l'écran également une carte avec les 4 territoires représentés aujourd'hui. Donc Dominique Alombo, vous êtes présidente du conseil de développement de la communauté de communes de Baugeois-Vallée. Maude Fourier, vous êtes vice-présidente du Grand Angoulême en charge du dialogue territorial et de l'évaluation des politiques publiques. Vous êtes également adjointe au maire de la Couronne. Jean-Claude Martin, vous êtes conseiller communautaire du Grand Annecy, délégué à la prospective territoriale. Vous êtes également maire d'Albi-sur-Chéran. Et enfin, Jean-Claude Moretti, vous êtes président du conseil de développement de l'Eurométropole de Metz. Donc, ce que je vous propose pour introduire notre sujet, c'est de vous présenter donc le nuage de mots que Bruno a évoqué en début de matinée, puisqu'effectivement, chers participants, nous vous avions demandé lors de votre inscription de réagir donc au sujet de notre journée. Nous avons reçu une centaine de réponses que nous avons synthétisées sous forme d'un nuage de mots que vous avez à l'écran. Donc voilà, de ce nuage, il y a plusieurs choses qui émergent. Il suscite à la fois de l'espoir, mais il y a aussi de la méfiance, avec des mots très forts, comme le mot participation, donc qui fait bien évidemment écho à la participation citoyenne. Nous avons des mots très positifs, comme avenir, comme vivre ensemble. Donc certains y voient quand même une opportunité de renouveau démocratique, avec un potentiel derrière pour renforcer l'engagement citoyen, la transparence et la coopération. Mais d'autres ont exprimé des avis un petit peu plus sceptiques, puisqu'il y a d'autres mots forts qui émergent de ce nuage. Donc vous avez des mots comme le doute, comme l'inquiétude, qui traduisent finalement une certaine réserve quant à la concrétisation de ces promesses. Donc le sujet suscite à la fois de l'espoir, mais aussi de la méfiance. Et donc je me tourne vers nos 4 intervenants du jour. Nous leur avions demandé donc lors de la préparation de réagir à un ou plusieurs mots. Et nous allons commencer par vous, Dominique Alombo. Vous souhaitiez réagir sur l'implication citoyenne. Oui, alors je vais vous parler. Bonjour à tous. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé chez nous. On a été installés. Alors, on est une communauté de communes de 35 000 habitants. On a été installés en 2018 et tout de suite, on s'est mis à travailler sur la réduction des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, etc. Tout de suite. Et puis, un an après, la communauté de communes a lancé la discussion autour d'un PCAET, un plan climat air énergie territorial. Je dis toujours dans tout ça, dans tous ces mots-là, le mot le plus important, c'est territorial. Alors, nous, on était vraiment à chaud, on était vraiment en forme. On a participé à presque tous les forums, les réunions qui ont été organisées avec les habitants. Et donc, on a été très, très proactifs. Et je dois dire que le PCAET nous a bien plu parce qu'il y avait beaucoup de nos idées. Bon, enfin, c'est pas pour ça. Nous, on l'a pas voté. De toute façon, c'est les élus qui l'ont voté. Alors ensuite, quand il y a eu le renouvellement 2020, c'est ça que je voulais dire, on était en deçà des 50 000 habitants, le seuil à partir duquel le CODEV est obligatoire. Nous étions en deçà. Et notre président de communauté de communes était tellement content, enfin je pense, satisfait de notre participation et de ce que nous avions proposé. Il a décidé de nous conserver, de nous prolonger. Donc nous avons été réinstallés en 2020. Voilà, donc l'implication citoyenne, quand on voit que les gens travaillent à fond avec les élus, je dirais, en fait, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, avec les élus, etc. Donc ça se passe bien et on est très contents de nous, au fond. Et nous aussi, on est très contents de nous. Merci Dominique. Jean-Claude Martin, vous aviez exprimé votre intérêt pour les termes concertation et implication. Oui, et tout d'abord, je voulais dire que moi, j'ai eu l'occasion, il y a de nombreuses années, alors que j'étais président d'une intercommunalité, une petite, avec les voisins, on avait fait un conseil local de développement. À l'époque, ça s'appelait comme ça, et qui a eu beaucoup de mal à vivre. Il s'éteignait, il n'était pas obligatoire, mais on l'a fait, et ça a été très difficile. Depuis que nous avons rejoint l'agglomération d'Annecy, nous avons un conseil de développement qui est très dynamique, j'en dirai 2 mots. Et par rapport aux remarques qu'il y a eu tout à l'heure, nous, il est appelé espace citoyen.
et c'est quelque chose qui interpelle les gens. C'est beaucoup plus proactif et parlant que conseil de développement. Et on dit espace citoyen. Concernant la concertation, en résumant quelques mots, j'ai entendu des choses sur les décisions, les projets, etc. Pour moi, la concertation, c'est d'abord écouter. Là, je parle en tant qu'élu. C'est proposer. Ensuite, c'est débattre avec les collègues, avec la population, mais surtout avec notre espace citoyen qui peut faire des saisines c'est-à-dire on peut le saisir par des saisines ou des autosaisines. Et puis à un moment, les élus, là je parle en tant qu'élu, il faut décider et expliquer nos choix, car il faut avancer. Et j'ai entendu dire tout à l'heure que les temps étaient très longs. Au-delà des décisions, des problèmes budgétaires, quand il y a des enquêtes publiques, quand il y a c'est-à-dire des montages, il faut concerter avec beaucoup d'organismes, c'est très très long. Et mon expérience d'élu qui est assez longue, au premier mandat, et je terminerai là-dessus, on avait mis dans notre feuille de route proposer des projets assez importants dans une commune de 2000 et quelques habitants dont je suis le maire. C'est à la fin du deuxième mandat qu'on a vu aboutir les projets. Donc maintenant, je fais attention avec mon équipe quand on propose des projets parce qu'il y a un gros travail. Mais en tout cas, la concertation, voilà, c'est toutes les étapes où il faut débattre, etc. Et à un moment, il faut décider. Et je terminerai, j'ai entendu parler d'archipels. On parle beaucoup d'archipels en ce moment. Donc j'ai découvert ça avec des bureaux d'études, surtout dans un territoire de montagne comme nous. Je me suis dit, archipel, qu'est-ce que c'est ? On a travaillé sur la ville du quart d'heure. C'est des sujets à la mode et puis je pense que c'est important d'en parler. Et tout à l'heure, j'ai entendu un ou deux verbes et il y a un verbe qu'on emploie énormément maintenant dans les collectivités, les agglomérations, et j'ai entendu un ministre en parler, c'est embarquer. Voilà. Merci Jean-Claude Martin. Maude Fourier, vous aviez mentionné lors de la préparation être plutôt interpellé par les mots plus discrets, comme le terme influence. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, effectivement, j'ai pris le contre-pied de ce qu'on appelle un nuage de mots qui sert à rehausser les contributions les plus importantes. Donc vous voyez peut-être effectivement moins ce que moi j'appelle les invisibles. Et en fait, je mets ça. Je souhaite faire écho à notre challenge collectif, qui est celui des élus et puis des membres de toute instance participative. En fait, c'est d'aller trouver les invisibles. C'est un challenge extraordinairement difficile, mais il faut s'y atteler corps et âme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller voir ce qui était le plus petit à l'écran. Et dans le plus petit à l'écran, il y a la question de l'influence. Donc là, on va pouvoir parler de réciprocité, de l'influence des conseils de développement, où je partage que le mot développement, il va falloir travailler dessus. L'influence des conseils de développement sur durée de 6 années de mandat, l'influence sur nos décisions d'élus, nous éclairer, même si on est sur le terrain, parce qu'il y a quand même du travail de terrain quotidien qui se fait par vos élus, vos représentants. Mais pour autant, on a besoin de revenir à de l'éclairage de façon régulière. Donc l'influence positive des conseils de développement. Et derrière, le challenge de revenir vers les conseils de développement en tant qu'élu pour indiquer ce qui s'est réalisé grâce à des contributions communes qui ont été débattues. Je vous rejoins, il faut les débattre aussi, les avis et les contributions. Et puis la question de l'influence, par contre, la négative, où je m'autorise à dire que, attention, dans des instances participatives, à la place des élus, il faut établir une relation de confiance. Alors, j'ai pris une légère pause tout à l'heure et donc j'ai entendu en re-rentrant dans la salle l'expression cul et chemise. Ça m'a fait sourire. Et effectivement, il faut quand même faire attention à ça, à ne pas être trop présent, mais l'être quand même pour que l'influence soit positive les uns envers les autres.
Merci Maude Fourier. Jean-Claude Moretti, vous souhaitiez réagir aux termes qui sont un petit peu plus pessimistes de ce nuage, comme le mot doute et le mot inquiétude. Oui, je vous parle de mon expérience personnelle. Je n'ai pas de prétention à la généralisation ou à l'analyse scientifique du sujet, mais pour moi, le mot doute apparaît comme un élément de mon vécu de vice-président et puis ensuite de président du Conseil de développement. Pour moi, le doute est une maladie génétique dans le cadre de la démocratie élective et de la démocratie participative. On pourra y revenir peut-être un petit peu plus loin dans les débats, mais quand je discute avec les membres du CODEV, la question permanente, récurrente, à laquelle on n'échappe jamais, on a encore vécu la semaine dernière, dans une rencontre avec le président de la métropole, c'est quelle reconnaissance et quelle prise en compte des avis du CODEV. Qu'est-ce que les élus peuvent faire de nos avis des CODEV et qu'est-ce qu'ils en font? Quand je discute avec les maires des communes, et en particulier des petites communes, j'aime pas dire petites communes, mais puisqu'on est on a parlé de clivage, il existe malheureusement quand même, y compris dans la tête des élus et des conseillers du CODEV. Quand je parle souvent avec des maires des petites communes, on me dit « Ah, mais le CODEV, c'est un mal nécessaire. Ah, mais ça risque d'être un groupe de pression. Ah, mais c'est un groupe de rêveurs. Vous êtes dans la prospective, vous n'êtes pas dans le quotidien, mes pauvres amis. C'est un risque politique par rapport à notre réélection, par rapport à la campagne qui va venir. » Et du côté CODEV, c'est effectivement, est-ce que les élus prennent en compte nos avis? Tous les membres du CODEV sont à la recherche de signes tangibles. Est-ce qu'ils vont parler du CODEV dans telle communication? Est-ce que dans telle délibération, ils vont citer le CODEV? Est-ce que vous allez être autorisé à venir présenter les rapports devant les commissions, etc. Et ce doute que j'appelle génétique, pour des tas de raisons, ce doute, en fait, il progresse dans le temps. Au fur et à mesure que le mandat de l'Assemblée évolue, le doute gagne l'ensemble des membres du CODEV petit à petit. C'est aussi une explication, c'est pas la seule, sur la désaffection d'un certain nombre de membres qui disent ne pas y trouver leur compte ou ne pas trouver le temps, mais surtout qui sont gagnés par un doute, j'allais dire, structurel. Alors on nous oppose, et je terminerai là-dessus cette introduction, on nous oppose que maintenant, quand on est à plus de 50 000 habitants, l'intercommunalité doit prendre une délibération en début de mandat précisant les modes de coopération et de relation entre le CODEV et puis l'institution métropolitaine pour chez nous, mais l'intercommunalité. Effectivement, ces documents existent, mais comment sont-ils traduits dans le quotidien, dans le fonctionnement de l'intercommunalité? Ça reste aussi une question très très importante, qui évolue, toujours en se dégradant. Je parle de notre expérience, mais je suis sûr que dans la salle, d'autres doivent se reconnaître. Cette relation se continue, mais en se dégradant. Donc en fait, cette délibération de départ n'est pratiquement pas suffisante. Merci Jean-Claude Moretti. Pour compléter le propos de Jean-Claude Moretti, Dominique Alombo, peut-être un petit mot pour compléter le doute, puisque vous nous aviez parlé donc, des membres du Conseil de développement qui ont parfois des questionnements sur son efficacité. Oui, c'est vrai que le doute peut atteindre certains membres, et je l'ai expérimenté dans notre CODEV de Beaujois-Vallée, quelqu'un qui était très très actif, qui voulait faire vraiment des choses sensationnelles sur le numérique, entre autres, et qui avait beaucoup d'idées, enfin bref. Et puis il voulait que ça aille aussi vite que dans une entreprise. Or ça va pas. C'est pas comme ça que ça se passe dans un CODEV, et pas non plus dans une commune ou dans une interco. Donc il y a des délibérations, il y a des discussions, voire bon bref, et puis après il y a des votes quand est-ce qu'on se lance, et puis il y a les priorités aussi. Hein. Bon, alors il a démissionné finalement. Parce qu'il dit ça sert à rien. Et j'ai eu d'autres personnes qui sont venues nous voir en disant oui, le CODEV c'est peut-être pas mal, mais de toute façon ce qu'on va proposer ça sert à rien, ça sera jamais appliqué. Alors moi je dis ça c'est faux, c'est archi faux. Toutes les petites graines que nous semons, elles finissent par germer. Mais il faut semer. Si vous ne dites rien, ben il se passera rien.
Hein, donc, il faut absolument semer des graines et leur laisser le temps de se développer. C'est peut-être, comme disait monsieur qui est maire, quelquefois, c'est au moment du 2e mandat que ça se fait. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, ben vous êtes sûr qu'il ne se passera rien. Alors moi, je dis, il faut insister et faire en sorte que, que les choses... Alors, c'est peut-être, vous ne les verrez peut-être pas faire, vous. Hein, vous avez vu, moi j'ai les cheveux blancs, alors je serai peut-être morte quand ça se fera. Mais ça fait rien, c'est pour le bien de la population, quoi. C'est pour le bien-être des gens qu'on fait des propositions. Donc, c'est important de laisser les choses aller à leur rythme aussi. On ne peut pas comme me disait le directeur des services, il disait, mais ça, si on va vite comme ça, on est des autocrates. Enfin, le maire sera un autocrate. Alors évidemment, on est en démocratie et on la respecte. Merci Dominique Calombo. Alors, autre sujet que nous avons évoqué ensemble, c'est la difficulté aussi liée à l'expression des intérêts particuliers qui, parfois, prennent le pas sur l'intérêt collectif. Maude Fourier, vous souhaitiez réagir à ce propos, ainsi qu'au mot pluralisme des idées qui apparaît donc dans le nuage. Oui, intérêt particulier. Alors, on parlait de la représentativité, il en était question tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que nous sommes élus localement. Donc on est tout de même si on siège en supra, sur de l'intercommunalité, et que ce soit plus grosse intercommunalité de la Comcom, de la Com d'Amelot, ou alors comme la métropole du Grand Paris, on reste normalement des élus, il y a toujours des exceptions, on reste des élus de terrain, de proximité, et on est face à la vraie vie. Et on est face à la vraie vie qui est celle de la défense, d'abord, ne soyons pas naïfs, des intérêts particuliers. C'est ça le quotidien. Quelqu'un qui frappe à la mairie aujourd'hui et qui demande à son maire de nettoyage devant sa clôture, c'est de l'intérêt particulier. Et c'est là la force des conseils de développement ou de toute autre instance participative, même plus localement encore, c'est de pouvoir faire collectif, de faire raisonnement collectif. C'est là où, pour l'instant, je ne trouve pas d'autre solution à la démocratie participative que vous, les codev, pour que ces intérêts particuliers, ils s'effacent petit à petit lorsqu'on monte au niveau intercommunal. Voilà, c'est pour ça, c'est tout petit, l'intérêt particulier. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, mais moi, ça m'a évoqué ça. C'est l'effacement de l'intérêt particulier au profit de l'intérêt collectif, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça fait défaut, du coup, dans le débat sur les services publics. Ça fait grand défaut de redéfinir ensemble, collectivement, ce que sont les services au public, en plus. Pas le service public galvaudé, non, les services au public, qui sont tellement nombreux encore, et qu'il faut... Là, j'en suis plus que convaincue, parce qu'en plus, moi, je suis fonctionnaire territorial. Donc, le service public, les services au public, il faut les défendre, mais il faut accepter de passer collectivement. Il faut être très pédagogue pour accepter de passer collectivement du particulier au collectif. Peut-être Jean-Claude Martin, vous pourriez compléter avec vos observations, vous, plutôt dans les communes rurales. Alors, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est-à-dire, dans une commune rurale, semi-rurale comme la mienne, quand nous faisons des réunions publiques ou quand les gens nous interpellent, c'est pour des intérêts particuliers. On fait des réunions en disant on est en pleine élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle des 30 communes de l'agglomération. Le vendredi soir, à ma permanence, j'ai des personnes qui viennent me dire « Monsieur le maire, j'ai un terrain à côté de chez moi, je voudrais qu'il soit constructible », ou alors d'autres personnes qui ont réussi à avoir une maison à côté de chez eux, pour eux, un terrain pour leur maison, en disant « j'en veux plus autour de chez moi ». On a de tout, hein. Je ne citerai pas de nom, mais dans les communes, c'est un peu comme ça. Mais je rejoins sur ce qui s'est dit sur les conseils de développement par Maude. C'est quand même une instance
qui a une approche plus globale et d'intérêt général. Et c'est quelque chose, dans les réunions, il y a aussi, comme dans un conseil municipal, des gens qui viennent pour défendre un peu des intérêts particuliers, mais c'est quand même une approche qui est très intéressante. Et moi, je ne cache pas que c'est un plaisir d'aller écouter ou d'aller participer à certaines plénières ou à des... Quand on travaille sur des saisines, on a eu le plan climat, air, énergie, les transports, l'eau, etc., la jeunesse, on en reparlera tout à l'heure. Et je termine sur ce qu'a dit, donc c'est Jean-Claude aussi, je suis un peu perdu. Sur le doute, oui. Et le doute est sur c'est-à-dire, est-ce que les élus vous écoutent? Et moi, je suis le délégué, conseiller délégué, donc je fais le lien entre les élus et en partie avec le conseil, notre espace citoyen. Et c'est vrai qu'il y a des élus qui sont à l'écoute et d'autres, il faut les pousser pour qu'ils prennent en compte et que dans certaines réunions, l'espace citoyen soit écouté. Voilà, que la vie soit intégrée. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, comme un élu, mais il faut prendre en compte les remarques. Je reviendrai tout à l'heure sur le fonctionnement de l'espace citoyen dans la suite. Merci. Parfait. Pour conclure ce tour de table introductif, une dernière chose, et pour rebondir aussi sur vos propos, Jean-Claude Moretti, vous aviez mentionné lors de nos échanges que l'objectif du Conseil de développement, c'est pas de faire consensus, mais bien de construire une expression citoyenne partagée. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, que dans une intervention, j'ai entendu le mot création d'un consensus. Personnellement, dans ma présidence, j'ai essayé de lutter contre cela, mais c'est peut-être lié à la composition de mon CODEV, un peu spécifique peut-être. Pour moi, le CODEV a certes une mission de réflexion et de préparation, de travail à la construction pour certains de décisions avec les élus, mais il a une autre mission. Derrière celle-là, c'est d'être capable de faire un retour vers la population et d'alimenter le débat public, le débat démocratique sur le territoire de façon peut-être apaisée, justement au-delà des approches partisanes ou des approches particulières. Donc j'essaye depuis maintenant 3 ans de faire en sorte que dans notre travail, on ne soit pas dans l'expression d'un consensus, la construction d'un consensus, mais qu'on soit dans, le travail sur une réflexion commune et sur un débat démocratique sur les sujets. Autrement dit, je me refuse à ce que, par exemple, on vote pour choisir telle ou telle position. Je pense que les élus doivent, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, les élus doivent entendre tous les avis, tous les points de vue, et après c'est à eux de les pondérer au-delà du débat, et ça nous permet à nous d'essayer de construire un débat plus démocratique avec la population, un retour vers la population. Donc pour moi c'est création le CODEV est l'objet la constitution d'un débat permanent dans lequel tout le monde s'exprime. Et je termine sur un point, c'est aussi une des façons de faire en sorte que ceux qui ne parlent jamais puissent s'exprimer. Parce que si on est dans une recherche systématique de consensus, comme je l'ai connu, je ne dis pas que c'est général, on voit tous les experts, on voit tous les anciens fonctionnaires territoriaux, tous les anciens fonctionnaires de l'État retraités qui viennent imposer une vision technocratique et technique et en faire un débat soi-disant démocratique. Le débat sur l'usage et l'expertise d'usage doit pouvoir s'exprimer, y compris par les gens qui ne parlent jamais. Merci Jean-Claude Moretti. Donc, je vous propose de passer à notre premier thème de discussion, donc, qui concerne les promesses de la construction d'une relation de confiance entre élus et citoyens, entre élus et conseils de développement. Et pour commencer à explorer comment se construit cette relation de confiance, je me tourne vers vous, Maude Fourier. Pouvez-vous nous en dire davantage comment cela se passe sur le territoire de Grand Angoulême? Quelles sont les pratiques mises en œuvre pour construire cette relation de confiance? Au-delà du caractère personnel de la confiance qui peut exister
entre moi qui fais partie de l'exécutif et puis les membres du conseil de développement et la directrice du conseil de développement et sa collaboratrice. Ça passe par un protocole d'échange, donc la signature d'un document très protocolaire où il est indiqué le rythme, le tempo de rencontre entre le CODEV et le président de l'agglomération, accompagné de moi-même. Sachant que moi-même, je suis, à la différence du collègue, je suis vice-présidente. Je suis pas seulement, c'est pas péjoratif, il faut pas mal le prendre, pas seulement conseillère déléguée. Et ça me semble important parce que ça signifie que dans la gouvernance de l'agglomération, il y a quelqu'un qui représente la gouvernance citoyenne. Et ça me semble très important. Et ça, cette question de la gouvernance citoyenne, on l'a également intégrée dans le pacte de gouvernance. Le Conseil de développement, au moment de l'écriture du pacte de gouvernance, puis s'en est suivi le projet de territoire, a émis un avis et il intègre ce pacte de gouvernance. Voilà, je voulais rajouter ça, même si je ne l'avais pas dit en préparation de cette table ronde, mais la question de la gouvernance me semblait importante. Après, on a toute, même si elle peut encore s'élargir, mais on a une boîte à outils également qu'on peut mettre en place. Donc ces rencontres avec le président, avec moi-même de façon plus régulière. Je discutais hier soir avec une personne qui est présente là aujourd'hui, qui me disait, moi, mon élu, depuis le début de la mandature, j'ai dû la voir 2 fois. Perso, ça me choque vachement. Alors l'excuse peut-être, je suis maire, je suis également, alors je crois que cette personne est également vice-présidente d'un conseil départemental. Oui, et alors ? À un moment donné, on accepte une délégation, donc on accepte le rythme aussi des échanges qui sont nécessaires pour assumer cette délégation. Voilà, moi j'ai ma vie professionnelle, ma vie perso, ma vie d'élu, et j'ai signé, je me suis engagée. Et je m'engage indirectement envers le citoyen qui est représenté au sein de ce CODEV. Voilà, je souhaitais l'indiquer. Après, dans la boîte à outils, et puis on aura l'occasion d'en parler peut-être encore un petit peu après, la question du suivi, puisqu'on parle de confiance, de doute, de à quoi on sert à rien, ça donne lieu à rien, à aucune décision. Dans les projets, vous ne prenez pas en compte nos contributions. Non, c'est faux. Enfin, moi, j'en étais déjà convaincue, j'en suis de plus en plus convaincue. Par contre, il faut effectivement trouver les moyens d'en discuter de façon régulière dans le calendrier, plus ou moins éloigné, parce que les projets ne vivent pas non plus au même rythme. Donc là, nous, on a tenté un comité de suivi des contributions. Donc il a déjà évolué entre les différentes rencontres qui ont eu lieu de cette instance. Au départ, on est parti sur une shopping list de toutes les contributions qui avaient été émises depuis je ne sais combien d'années maintenant. Et puis en tentant de savoir ce que l'agglo avait réalisé, pas réalisé. Bon, c'est long, c'est fastidieux. 3 heures, c'est pas le format qu'il faut. Donc réduisons. Donc on discute ensemble au préalable des sujets sur lesquels le CODEV souhaite un point particulier. Là, ça a été le cas de façon thématique sur les mobilités. Un comité de suivi dédié aux mobilités, donc qu'elle traite de transport en commun, de cyclables, de voies douces et piétonnes. Voilà. Donc ça, c'est un format qui semble, enfin, ils me contrediront peut-être, mais qui me semble déjà plus ajusté aux besoins. Donc ça peut faire partie de la boîte à outils. L'idée, c'est de passer toujours de la théorie à la pratique, de la théorie politique à la pratique des usagers. Et on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, il me semble, pour revenir sur des contributions qui sont issues justement du terrain. Voilà. En complément, Dominique Calombo, vous aviez mentionné l'importance de la diplomatie dans cette relation de confiance. Oui, quand même, on est vis-à-vis des élus, enfin, je pense un minimum de courtoisie, de bonne connaissance réciproque. Nous aussi, nous avons un élu référent
qui a changé en milieu de mandat, mais on s'entend très bien, il vient nous voir, je le remercie à chaque fois parce qu'on se voit régulièrement, à chaque fois c'est un élu régional également, et un maire, etc. Donc il est très très occupé, il essaie de venir nous voir régulièrement, nous l'invitons régulièrement aussi à nos séances plénières, enfin il peut venir quelquefois, et pas toujours, mais enfin, bon, il y a de très bons liens. Et puis aussi, en début de mandat, quand on a été réinstallé en 2020, après les élections, les dernières élections municipales, j'ai dit aux gens, écoutez, on n'est pas un contre-pouvoir ici. C'est pas, je veux pas des déçus des élections. Hein, je veux pas récupérer tous ceux qui n'ont pas été élus. Enfin, ils peuvent venir. Je ne peux pas les mettre dehors pour ça, mais pas à ce titre-là. Donc, on a bien mis les choses bien carrées dès le départ, parce que je voulais justement garder ces relations, courtoise, c'est pas le mot, c'est plutôt de collaboration avec les élus et pas que les élus nous considèrent comme un contre-pouvoir, pas du tout, du tout. Comme disait Pierre Rosanvallon, que moi j'apprécie beaucoup aussi, nous sommes la société du premier mot, la société civile organisée, c'est nous, hein. On est la société du premier mot et l'élu, il a le dernier mot. Hein. Et moi je reconnais, je suis très très claire là-dessus, je sais où je me situe. Hein. J'ai été élu à un moment, mais bon, maintenant je ne le suis plus, et je sais très bien où je me situe. Et il faut absolument respecter ce partage des... Parce que les élus en ont déjà assez lourd sur le dos, hein, je le sais, donc et nous, on est là, je disais aussi tout à l'heure, un peu pour rêver la vie des gens. Je dis toujours, il ne faut pas rester dans le... aller regarder au bas de l'immeuble. Et je dis, il faut aussi, qu'est-ce que vous voulez dans l'idéal? Je trouve qu'on est le lieu pour ça aussi. Moi, ça me tient très à cœur aussi. Oui, Maud, allez-y. On oublie des fois, quand on a préparé, on s'est pris des notes, et puis là, quand on discute, parfois on oublie ses propres notes. Je voulais dire aussi que la place des techniciens et techniciennes des communautés dans le triptyque relationnel. Ça prend des années à prendre, mais quand ça prend, je pense que c'est hyper agréable pour tous. Élus, techniciens et membres de CODEV réunis, parce que quand je parlais de comité de suivi, c'est qu'ils sont présents, ils rapportent auprès du CODEV la façon dont ils se sont appropriés les contributions des conseils de développement, la façon dont ils les ont retranscrits, après proposés à leurs élus, et que les élus ont donc arbitré. Leur place, elle est très importante. Et aussi parce que ça permet au CODEV de comprendre aussi, au travers du visage des techniciens, la lenteur que peut avoir, vous parliez d'enquête publique, enfin, c'est monstrueux, vous avez raison, des gros projets, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai commencé un mandat, j'avais dit j'en ferai pas d'autres. Mais la réalité fait que 6 ans, c'est court. Ça peut paraître long quand on est déçu. Quand on est déçu de ses élus, forcément, ça paraît long. Mais quand on est dans la machine, c'est hyper court. Et des projets aujourd'hui, il faut faire entendre à tous que ça peut être long. Et les techniciens nous aident aussi à ça. Voilà, donc leur place est extrêmement importante dans le dialogue territorial, finalement. Jean-Claude Martin, pour compléter. Je vais compléter, Madame la vice-présidente. Non, je ne suis conseiller délégué, mais chargé, je siège à l'exécutif en même temps, hein, donc à toutes les réunions d'exécutif. Et mon rôle, c'est de faire le lien. Mais je voulais signaler que nous, dans l'espace citoyen de l'agglomération d'Annecy, dès qu'il y a une saisine ou autosaisine, lorsqu'il y a des réunions de travail, bon, ils ont des réunions en interne, mais lorsqu'on a travaillé lundi soir sur le rapport d'orientation budgétaire, c'est venu le vice-président. C'est venu, la présidente était excusée pour des raisons de maladie, mais moi elle était fatiguée, mais elle vient d'habitude. Et il y a les services. Et ce que vous avez cité sur les fonctionnaires territoriaux, quand on leur demande de siéger le soir, au-delà des commissions, mais avec les conseils de développement, ils ont des semaines extraordinaires. Hein. Des fois, on montre du doigt les fonctionnaires, mais on a des agents, des chefs de service qui font un travail énorme. Hein. Et donc, nous, chaque fois qu'il y a une saisine ou autosaisine, on a travaillé sur le plan climat, on a travaillé sur les transports en commun. Il y a une autosaisine actuellement sur le 3e âge. Je ne vais pas citer, on a travaillé sur la ZFE, le plan climat. On fait venir les vice-présidents, les élus délégués qui ont cette mission, et plus les services. Et donc, et moi, je suis partout. Non, mais j'essaye de mettre le lien et plus...
la personne on a une personne qui est dans la salle, hein, qui est dédiée à l'espace citoyen, et ça dépend du service dont je m'occupe, c'est ce qu'on appelle le service prospective. Voilà, mais c'est un gros travail, et ce que vous avez dit, je le confirme, nos fonctionnaires, ils sont surchargés. Hein. Autre sujet important derrière cette relation de confiance, c'est à l'enjeu aussi de la mobilisation des membres du Conseil de développement. Jean-Claude Moretti, vous aviez soulevé cette idée lors de la préparation. Je vous laisse nous en dire plus. Oui, ma réponse rejoint une bonne partie de ce qui vient d'être dit. Mobiliser les membres du Conseil de développement, pour moi, ça commence par... justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conduire, les amener à un vrai débat sur le sujet. Pour les amener à un vrai débat sur les sujets, une des solutions que nous avons trouvées avec notre bureau, c'est de ne jamais, par exemple, attaquer un sujet quel qu'il soit, sans faire un travail d'acculturation du groupe. Et ce travail d'acculturation du groupe, on le fait notamment en faisant systématiquement venir les vice-présidentes ou vice-présidents de l'intercommunalité qui sont en charge du dossier. Donc on les invite toujours à un débat introductif pour présenter le travail de l'intercommunalité, de la métropole, les problèmes qu'elle a, les perspectives qu'il voit, etc. Ça nous permet déjà de placer le débat à un autre niveau que celui des individualités et des particularités locales. Ça, c'est une chose. Et puis après, pour motiver les membres du CODEV, évidemment, ça consiste à voir comment on peut lever le doute et favoriser la relation avec les élus. Alors pour ça, on a différentes méthodes. Une méthode qui fonctionne bien, qui a été mise en place grâce à notre vice-présidente référente du CODEV. En fait, elle m'a dit, mais écoute, toi tu discutes avec le président de la métropole, c'est bien, mais les autres maires, de temps en temps, ils entendent parler du CODEV, mais ils ne savent pas ce que c'est, et les conseillers municipaux encore moins. Donc en fait, elle met systématiquement en place chaque année des rencontres entre le bureau du CODEV ou des membres du bureau du CODEV et puis les maires de communes, non pas par commune, mais par zone de convergence, de réflexion ou de problématiques sur le territoire. On ne parle pas de bassin de vie, mais c'est un petit peu comme ça. Donc on fait ça tous les ans, ça fait pas mal de réunions à faire, mais c'est très intéressant parce qu'on a un débat direct avec les maires et les conseillers municipaux, certains conseillers municipaux dans les communes, ce qui permet de faire connaître l'action du CODEV et de faire un retour vers nos membres à nous. Et puis nous avons évidemment les rencontres institutionnelles prévues par le cadre de coopération avec le président de la métropole, le directeur général. Et puis le dernier point, c'est que de plus en plus, nous développons un travail très intense avec les services, avec les fonctionnaires, que nous faisons venir dans le cadre de nos ateliers, dans le cadre de nos réunions de travail, pour expliquer un petit peu où ils en sont, quels sont leurs problèmes, comment ils voient le sujet sur lequel on est en train de travailler. Et nous avons un certain nombre de retours qui peuvent être très très intéressants. J'en citerai qu'un. Par exemple, on a fait, dans les mois qui viennent de passer, un gros travail sur le PLUI, qui était une première évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup de territoires. Eh bien, en fait, on a eu un très très gros travail explicatif évidemment sur la technicité d'un PLUI. C'était très complexe pour nos membres. Il n'y a pas que le PADD dans le sujet, il y a d'autres éléments beaucoup plus réglementaires. Et en fait, la conclusion, c'est que d'une part, évidemment, ils ont pris en compte l'avis du CODEV dans les éléments qu'ils soumettaient à la concertation. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, ils nous demandent de travailler avec eux sur les modalités de rendre accessible le document du PLUI à la population. Ce qui est un travail énorme. Eux n'y arrivent pas seuls, nous, on ne savait pas le faire non plus seuls, et nous allons travailler ensemble là-dessus, c'est un exemple. Merci Jean-Claude Moretti. Pour conclure ce premier thème, il y a aussi un autre sujet de difficulté. Vous l'avez dans le titre, hein, tout simplement, c'est le mot intercommunal. Effectivement, l'intercommunalité, l'échelle intercommunale, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Jean-Claude Martin, vous, comment parvenez-vous à communiquer sur l'intercommunalité auprès des habitants de votre territoire et quels défis cela représente-t-il ?
Oui, alors, bon, on est de plus en plus dans l'ère du numérique. Des agglomérations, nous, elle n'est pas très grande, mais on est rentré il y a quelques années dans l'agglomération, puisque la loi NOTRe nous a imposé. J'étais président d'une communauté de communes de 12 500 habitants, on n'avait pas 15 000. Et puis, bon, sans rentrer dans les détails, mais pour garder des services publics sur l'eau, les déchets, sur les transports en commun, etc., tout ce qui est un peu ma sensibilité, il faut une vision à une certaine échelle et c'est important de travailler à une certaine échelle. Mais quand on travaille à cette échelle, les habitants des communes ne comprennent pas. Ils viennent nous voir en disant « Vous êtes le maire, vous devez décider, je veux un arrêt de bus à tel endroit, je veux des bus tous les jours, etc. » Sans parler d'autres sujets. Et après, il y a la communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a des pages Facebook, il y a les sites internet des communes, de l'intercommunalité et le bulletin municipal et le bulletin intercommunal, sans parler du bulletin du département et de la communication de la région. Mais on a beaucoup d'habitants. Quand ils reçoivent le bulletin municipal dans la boîte aux lettres, je l'ai remarqué pour des invitations à des réunions ou même pour les nouveaux habitants. Pour certaines rencontres, ils me disent « Ah, mais on n'est pas au courant. Ils ont reçu le bulletin municipal, même s'ils ont mis nos pubs, ça passe à la poubelle. » Et après, là, je fais un clin d'œil. Donc, c'est très difficile. Le conseil de développement, maintenant, je reviens sur le conseil de développement. Donc, il n'est pas connu par beaucoup d'habitants. On peut remercier les personnes qui s'impliquent. Mais, comme vous avez dit, je fais partie des gens qui demandent, qui aimeraient que le conseil de développement, notre espace citoyen, je leur en ai déjà parlé, mais c'est chronophage et ils ne peuvent pas faire ça tout le temps, aller à la rencontre de communes, pas uniquement de la ville-centre, mais aller sur les territoires et travailler en collaboration avec des habitants, parce que pour s'impliquer dans un conseil de développement, c'est du temps, il faut de l'énergie, il faut être disponible. Tout le monde n'est pas retraité. Quand on parlera des jeunes tout à l'heure, mais et il y a des publics, on l'a vu dans certaines enquêtes qu'on a fait sur le terrain, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre la parole ou ne peuvent pas venir dans des réunions. On a envoyé une agence de communication pour les interroger, on les a envoyés dans certains quartiers, et je n'avais pas dit que c'est moi qui avais envoyé l'agence de communication, je m'étais mis en retrait, mais on leur disait où ils pouvaient rencontrer des gens, dans des cafés, dans des terrains de pétanque ou des espaces publics pour discuter avec les gens et avoir des avis, pour que ça remonte aussi à notre espace citoyen, pour avoir une multitude d'avis différents. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est une grande difficulté, mais je comprends qu'on ne puisse pas aller à la rencontre des habitants tous les jours. Merci Jean-Claude Martin et je me tourne vers vous, cher public, puisque nous allons vous donner la parole avec donc un temps d'échange. Vous allez pouvoir soit poser des questions à nos intervenants, soit partager vos réactions. On vous a mis 2 consignes qui donc apparaissent à l'écran. On vous invite vraiment à réagir sur le sujet et puis à faire des interventions courtes pour que tout le monde puisse prendre la parole. Et est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu de lumière dans la salle pour qu'on puisse vous voir un petit peu mieux ? Bonjour, vous m'entendez bien ? Ouais. Ok, bon bah merci pour tout. Juste si vous pouvez lever la main parce qu'on ne voit pas du tout. Là, Ok, en plein centre. Là, merci. Bonjour. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine vachement dans tout ce qu'on échange depuis ce matin, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'ignorance partagée, individuellement, collectivement, sur ce que c'est le rôle des soi-disant élus. On parle beaucoup d'élus, mais ça n'existe pas un élu. Je ne sais pas si vous avez lu la Constitution, moi je l'ai lu, il n'y a pas écrit le mot élu dedans. Il y a le mot de représentant politique. Et il n'y a même pas le mot de dirigeant. Donc il y a une vision aujourd'hui dans la construction du débat public, de la vision de ce que c'est la pratique de la politique en France, qui pour moi ne correspond pas à l'esprit des lois et de la Constitution. C'est quand même un problème majeur. Et quand les gens viennent et disent « vous êtes maire, vous devez décider »,
c'est le résultat, c'est le symptôme d'un échec dans une éducation citoyenne, parce que le détenteur légitime du pouvoir, c'est le citoyen. Il y a des représentants dont le rôle est de représenter. Ils sont élus, l'élection, c'est le mode de choix des représentants politiques. C'est pas leur fonction, c'est pas une fonction d'être élu. Donc en fait, il y a quand même quelque chose de très profond dans le vocabulaire, et je réagis à ce qui a été dit plus tôt ce matin, le vocabulaire qui structure la manière dont on considère les choses. Il n'y a pas cette distinction, et ça pour moi c'est quelque chose qui vient briser aussi la confiance aujourd'hui qu'on peut avoir quand on dit on attend de l'élu quelque chose ou quoi. Mais non, on attend aussi de son représentant politique qui porte ce rôle de représentation politique, et pas qu'il y ait une forme de ce que moi j'appellerais une perversion de ce système de la représentation vers quelque chose qui devient en fait aristocratique, parce qu'il y a des personnes qui détiennent par délégation le pouvoir et d'autres qui le subissent. Et donc ça, je pense que c'est quand même pour moi un nœud central dans la vision de qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui en France, comment on la pratique, qui fait défaut en fait. Voilà. Merci. On va prendre plusieurs interventions, plusieurs questions, et je vous laisserai répondre après. Alors, derrière, en haut. Oui. Bonjour. Oui, ok, ici. Damien Prouveau du Conseil de développement de Lille Métropole. Je m'interroge par rapport au questionnement direct de la métropole lilloise par des outils digitaux, donc une plateforme de concertation citoyenne qui permet d'avoir un retour très rapidement par rapport à l'interrogation d'un conseil de développement qui prend plusieurs mois pour donner un avis, certes beaucoup plus étayé et circonstancié, mais ça prend du temps. Et donc on a de plus en plus de sondages des métropolitains pour des avis sur des aménagements, sur la ZFE par exemple, plutôt qu'un avis citoyen plus construit et plus étayé. Merci. Alors, en haut à gauche, oui. Oui, bonjour. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la déception et la déceptivité des avis. Je crois que c'est madame qui en a parlé. Par rapport aux gens qui disaient ils ne prennent pas en compte nos avis, tout ça. On devrait rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est surtout la décision. Ce qui m'intéresse moins, c'est pas qu'ils aient pris mon avis et qu'ils aient fait ce que j'ai dit dans l'avis. C'est que s'ils ne le font pas, expliquez-moi pourquoi vous ne l'avez pas pris. L'idée de la prise de position politique des élus, c'est intéressant parce qu'on n'est pas au courant de tout. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas et qui n'ont pas participé à notre avis, qui pourraient expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'on a mis dans l'avis. Et en général, quand l'élu vient en expliquant « Ok, je ne suis pas d'accord avec vous et je vous explique pourquoi », au niveau déceptivité, ça va beaucoup mieux déjà. Merci. On va prendre encore une intervention, une question. C'est ça. Devant. Moi, simplement. Ah. J'ai envie de rajouter un mot. Ok, en haut à gauche. J'ai envie de rajouter un mot dans le nuage. La préoccupation du médiateur que nous sommes, c'est d'être utile. En fait, et ça se règle. Cette utilité qui nous occupe, qui nous préoccupe, c'est d'être utile à la décision, d'aider à la construire. Et ça se règle en fonction de l'espace sur lequel on travaille, des habitants avec lesquels on élabore cette réflexion. Voilà un mot à rajouter au nuage. Merci. Une dernière devant. Oui, ici, ça sera la dernière. Je suis désolée. Merci. Abdallah Faye, je suis chargé de concertation. J'anime le conseil de développement de Grand-Chaméry. Pour revenir un peu sur l'avant-dernière intervention et puis pour rejoindre éventuellement ce qui a été ramassé, pour moi, il est important de faire rencontrer les trois acteurs que sont les élus, les techniciens et les membres du conseil de développement. Parce qu'à travers des temps de rencontre de ce type, on parvient à comprendre le rôle de chacun et la posture de chacun. L'élu, il peut être pris par une démarche politique ou politicienne. Voilà, de toute façon, il a été élu démocratiquement pour la plupart des cas. Les techniciens par des contraintes soit techniques ou financières. Et souvent, les participants, c'est des gens qui, effectivement, il y en a qui viennent participer de façon naturelle, objective, d'autres qui ont plutôt une casquette militante, parce que déçus,
au lendemain des élections, d'autres qui sont plutôt des associatifs, ainsi de suite. Donc je pense que quand on fait rencontrer ces trois acteurs, on parvient à comprendre les attentes de chacun et qu'est-ce qu'il faudrait finalement pouvoir faire. Merci. Merci. Dernière intervention vraiment très rapide et après vous pourrez répondre. Moi, je voulais intervenir sur le fonctionnement des conseils communautaires et le lien vis-à-vis des codev. Moi, je vais à tous les conseils communautaires. Ça dure 3-4 heures, c'est un enfer. En amont, il y a des commissions d'élus. Les élus vont très peu dans les commissions, pour ce qui me concerne. Donc, vous vous retrouvez en tant qu'auditeur en conseil communautaire avec 20-25 points à l'ordre du jour, ce qui est très important. Ou 60 peut-être, même dans certains cas. Du coup, aucun temps quasiment pour les débats. Comme souvent les élus ne vont pas en commission, je ne sais pas comment ils font de leur jugement. Donc 15 jours avant, comme vous le savez, on envoie les documents structurants référents. Qui a le temps de les lire? Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Donc, j'arrête là mon intervention. Moi, j'aimerais bien savoir si quelqu'un ou des codev ont l'expérience de l'intégration à titre consultatif des membres du codev au sein des commissions pour créer un espace de dialogue et d'échange à titre consultatif. Je sais bien que les élus décident, nous ne faisons que proposer. Donc ça, je pense que ce serait une véritable avancée quand monsieur disait qu'il fallait réinventer des processus de gouvernance. Je vous remercie. Merci. Alors, oui. Alors, Jean-Claude Martin, non, je vais garder mon micro. Est-ce que vous pourriez repasser le micro? Je pense qu'il fonctionne normalement. J'ai bien entendu. Non, il a pris celui qui fonctionne. Ah, c'est bon. Si, c'est bon, je pense que ça fonctionne aussi. Oui, donc je réponds rapidement. Je ne peux pas répondre à tous. Il y a des choses qui nous interpellent. Au fil des années, on est bientôt à la fin du mandat et on voit que dans les commissions, dans les conseils municipaux, etc., il y a des personnes qui commencent à être moins présentes. Je rejoins ce qui s'est dit sur les conseils d'agglo. On en a fait un la semaine dernière, 58 points à l'ordre du jour. Moi, je me dis des fois, il faudrait passer les points les plus importants à la fin, comme ça ils disent tous oui. Parce qu'au bout de 2 heures, c'est une plaisanterie, mais c'est un peu comme ça, c'est épuisant. Et je passe des fois une nuit à lire toutes les délibérations, même si j'assiste à beaucoup de commissions. Pour l'espace citoyen, le conseil de développement. Nous, on a pris des délibérations au début du mandat pour savoir comment on intégrait leurs avis. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit respecté. Et j'aimerais, alors je le dis comme je le pense, j'aimerais qu'on leur donne un peu plus la parole à l'occasion de certains, lorsqu'ils ont fait une saisine ou auto-saisine, ou quand on leur demande d'intervenir et que leur temps de parole soit un peu plus long et peut-être un peu plus écouté. Par contre, les commissions dans une collectivité, elles ont un rôle de proposition. Elles ne décident pas, elles font des propositions et après c'est l'exécutif et le conseil qui délibèrent sur les projets. Mais c'est vrai que c'est chronophage et que l'avis en général des citoyens, pour qu'il soit pris en compte, c'est à un moment, comme je l'ai dit au début, il faut partager, discuter, mais à un moment, il faut décider si on veut que les projets se réalisent. Et dans le contexte financier actuellement des collectivités, c'est pas évident. C'est ce qui diffère un peu aussi la mise en œuvre des projets. Maude. Oui, je vais compléter. Alors nous, on a essayé sous le précédent mandat la présence du CODEV dans les commissions. Alors précédent mandat, on avait des commissions thématiques. Et puis l'essoufflement de la présence des élus, parfois a évoqué dans certaines commissions la même chose que dans une précédente. C'est aussi ça la vie dans les commissions, parce qu'il y a tellement de transversalité dans les sujets aujourd'hui que si vous assistez à 2 commissions, vous allez avoir l'impression de redites.
On pourra en reparler avec le CODEV avec grand plaisir pour Grand Angoulême. Il venait présenter dans chacune des commissions les contributions et avis au préalable du Conseil communautaire. Ça n'a pas pris. On est tombé d'accord que ça n'avait pas pris. Aujourd'hui, c'est rare quand ils viennent sur la commission de préparation. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on pourrait réessayer. Mais c'est toujours en termes de présentation des travaux. Ce n'est pas en termes d'auditeurs et d'auditrices. On pourrait tenter, mais ça, moi, je leur laisse le libre arbitre, puisqu'il faut qu'ils le partagent en comité d'animation, ça. Une place toujours plus grande dans les instances d'élus. Ils sont déjà présents et ils le saluent dans les comités de pilotage thématiques. Et je vais vous dire, parfois, c'est bien plus riche en débat, les COPIL, que des commissions de préparation d'un conseil communautaire. On ne se dit rien, en fait. Hein. Enfin, on ne se dit pas tout dans des commissions de préparation. On débat peu, parce qu'il y a, nous, la prochaine conseil communautaire, 70 points. Commission de préparation, on priorise, on va pouvoir débattre de 4-5 sujets, et les autres 6 questions, on va pouvoir en parler. Mais le temps fait que, oui, 3-4 heures, vous imaginez, si on prépare les 3-4 heures précédemment, on fait que ça. Je voulais dire autre chose. Oui, je voulais réagir sur la partie terminologie. Bon, je vais réviser la Constitution. Je vais aller faire une recherche V si le mot élu apparaît à un moment donné. Bon, mais je ne pense pas, effectivement, mais on est issu des urnes, ça s'appelle une élection. Donc oui, au quotidien, on dit que nous sommes élus. Autant faire se peut, on représente la population dans son entier. Donc je pense que le débat pourrait durer des heures. Le tout, c'est d'être engagé politiquement au sens sain et noble du terme. Voilà, c'est pour ça qu'on a signé. Ne rien lâcher. Et puis ça aurait été mon mot de clôture, mais faisons-nous confiance mutuellement aussi, un peu d'optimisme dans toute cette vie compliquée. Et puis, dernière chose, voilà, ça me revient, la question de la redevabilité. Effectivement, on est dans un contexte de plus en plus contraint. Il ne va pas falloir se cacher les choses, hein. Vos contributions, elles vont être toujours aussi qualitatives, moi j'en suis sûre, mais il va falloir qu'on ait le courage de, malheureusement, même si on voudrait vous dire oui, de dire non très certainement demain aussi. Je pense qu'au-delà des réflexions thématiques, j'invite vos représentants, vos élus, je ne sais pas comment vous voudriez les appeler aujourd'hui, mais à échanger sur le contexte financier actuel des collectivités. Il faut avoir ça en tête. Là, on est en train de préparer des budgets comme on ne les a jamais vécus, même en crise Covid, même le post-Covid, où le sanitaire, l'inflation est venu obérer nos budgets. Là, c'est du jamais vu. Dominique ou Jean-Claude Moretti, vous souhaitez réagir aux questions? Oui, deux réactions. Sur la dernière intervention, là, il est vrai qu'en conseil communautaire, il n'y a pas de possibilité de débat. Personnellement, moi, j'ai renoncé à y participer. J'ai même renoncé à venir y présenter nos rapports. Parce que, évidemment, j'étais toujours placé au 77e ou au 78e point de l'ordre du jour. J'intervenais vers 23h30, quand la plupart des élus étaient partis, parce que quand ils voient que le CODEV est inscrit à l'ordre du jour, ils s'autorisent à partir. Ça, c'est une chose, donc je leur ai dit que je ne me déplacerai plus pour ça. Et puis, d'autre part, il est vrai qu'en conseil communautaire, il n'y a pas de débat. Tout est décidé en commission des maires. Hein, tous les dossiers sont validés, etc. La seule expression d'un conseil communautaire, c'est l'expression, heureusement qu'ils ont un endroit, c'est l'expression de l'opposition, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc je pense qu'il y a d'autres façons de débattre avec les élus. Et les commissions, effectivement, ça peut être intéressant, la commission, mais à condition que les élus soient présents. Voilà, il y en a peu. Souvent, je me suis retrouvé avec le président de la commission, point final. Deuxième point, je serai encore plus rapide là-dessus. Moi, franchement, je préfère le terme élu au terme représentant.
Je sais que article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 89 est esprit constitutionnel. On parle des représentants, c'est vrai, on parle toujours des représentants. Mais dans l'histoire, la notion de représentant n'est pas liée fondamentalement à un acte démocratique et électif. Moi, je tiens vraiment au mot élu parce que ce sont des représentants qui sont élus par la population, d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est ça qui est important. Dernier point, toujours article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, le citoyen peut s'exprimer par le biais de ses représentants, dit-on, mais aussi il peut s'exprimer directement, ce qui est le texte de fondation pour moi des CODEV. Dominique Alombo, vous souhaitiez réagir, dire un mot? Très rapidement, je ne suis pas constitutionnaliste, je n'ai pas fait de droit, etc. Par contre, il y a 3 ans, on était au CESE et on a parlé de ça avec un constitutionnaliste qui était Dominique Régnier. Et moi, j'ai bien entendu ce que Dominique Rousseau. Rousseau, excusez-moi, je confonds avec quelqu'un d'autre, excusez-moi. Dominique Rousseau, merci. Et il nous disait, par le vote, enfin, quand on désigne un représentant, puisqu'il faut utiliser ce terme-là, on lui donne le pouvoir, nous lui donnons notre voix, on lui donne le pouvoir de faire à notre place. Et il y avait quand même une personne qui avait dit « mais moi j'ai voté pour personne », alors bon, j'avais posé la bonne question d'ailleurs, mais quand on vote normalement, on vote pour quelqu'un, et si cette personne est élue, bien sûr, on lui a donné le pouvoir on lui a donné notre pouvoir de faire à notre place. C'est pas la démocratie directe comme en Suisse quelquefois, mais c'est pas toujours possible ça. La Suisse est un petit pays au point de vue nombre d'habitants, mais nous avec 70 millions d'habitants c'est compliqué. Donc on donne à nos représentants ce pouvoir-là. Enfin moi je suis pas une spécialiste de ça, mais j'avais très bien écouté et pris beaucoup de notes que je suis prête à redonner. Merci Dominique Alombo. Alors comme il est Vous pouvez applaudir. Comme il est bientôt midi, nous sommes un petit peu pris par le temps, donc on va conclure cette table ronde. Peut-être que vous pouvez ajouter un dernier mot ou tout a été dit. C'est bon. Jean-Claude Martin, oui. Est-ce qu'on a un micro? Un dernier mot? Alors je suis scientifique, je ne suis pas du tout juriste, etc. Et je vais mettre une petite pointe d'humour, mais qui m'interpelle beaucoup. Vous avez un questionnaire à remplir. Je suis quelqu'un qui fait du vélo. Je me déplace en vélo régulièrement, je l'ai dit à certains dans la salle. Mais pourquoi je parle du vélo? Je suis scientifique. Il ne faudra pas m'énerver, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas touché. Je l'ai dit à mes collègues, les personnes qui sont venues avec moi, et je l'ai dit dans la salle tout à l'heure. Je parle de la société et de la vie en général. J'avais fait une réunion publique il y a 2 ans dans la commune pour une réunion très importante. Et j'avais conclu avec une citation d'Einstein que certains connaissent. La vie, c'est comme la bicyclette. Si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Bonne journée à tous. Merci Jean-Claude Martin. Un dernier mot, Maud Fourier. Moi, ça va pas être humoristique, je suis désolée. Enfin, moi, je suis élue référente, donc il y avait aussi une question, mais je pense que vous avez déjà répondu. C'était pour vous dire que ici, vous avez pétitionnaire potentiel auprès des parlementaires s'ils continuent sur leur route. Excusez-moi l'expression de conneries, d'aller supprimer des instances qui essayent, qui tentent, qui expérimentent, qui portent la parole d'eux. Donc si on vient à entendre dire que cette suppression irait au bout, lancez une pétition, invitez vos élus à la signer, je serai la première à le faire. Merci beaucoup, Maud. Dominique, Jean-Claude Moretti, un dernier mot de conclusion? Oui, j'ai commencé par le doute, j'étais pessimiste, je vais le rester. Tout à l'heure, j'ai parlé de maladies génétiques, du CODEV, mais derrière tout ça, il y a tout le débat sur une décentralisation. Vous choisirez le mot que vous voulez, ratée, à poursuivre, mal faite, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais en devenir certainement, et j'espère. Pourquoi
sans défendre les élus, puisque je suis CODEV forcément, et qu'il est de bon ton de les critiquer, moi je tiens à les défendre aussi dans la mesure où le maire d'une commune, dans une grosse intercommunalité, comme là encore pire dans une métropole, c'est la personne que je plains le plus. Il a 90% des emmerdements et il n'a que 10% de capacité de réponse. La métropole, elle a 10% des emmerdements et elle a 90% de réponse. Donc, tout un débat fondamental. Ça dépend des compétences. Plus elles sont remontées, c'est pour ça que j'ai cité le mot de métropole, et pire c'est. Et ce qui fait que le citoyen n'y comprend plus rien. Et donc, on a tous ces hiatus et tous ces dysfonctionnements qui peuvent exister. Donc, je pense que le mal-être de certains CODEV, ou la difficulté à avoir trouvé une place permanente, pérenne et efficiente des CODEV dans le débat démocratique et dans la construction des politiques publiques, il vient aussi de ça, de ce mal-être d'une décentralisation qui est mal faite. Tous ceux qui ont les pouvoirs ne sont pas élus au suffrage universel. Maintenant, ils sont désignés sur une liste, mais ils ne sont pas élus au suffrage universel. Et donc, il y a des problématiques de fond qui sont à voir avec le législateur aussi pour retrouver notre place. Ce n'est pas simplement un débat à avoir avec les élus actuels dans leurs fonctions actuelles et dans les contraintes actuelles qui sont les leurs. Il faut l'avoir, mais il faut aller plus loin avec le législateur. Merci, un grand merci à vous quatre pour la richesse de vos échanges.